Bonjour à tous chers amis, bonjour à tous les auditeurs. Vidéo un petit peu plus improvisée que d'habitude, même si c'est pas du tout, c'est pas très improvisé, c'est plus improvisé que d'habitude, qui s'appelle Les mirages de la civilisation. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un mirage? Bah, l'image qu'on a du mirage, c'est des gens en train de marcher dans le désert et qui aperçoivent au loin un oasis dans lequel ils vont pouvoir s'abreuver et se reposer enfin. Et en fait, c'est qu'un effet de lumière. L'oasis, il est ailleurs, à 500 km. Et puis, en fait, il se fatigue pour rien à avancer vers le mirage. Et puis, à un moment, le mirage disparaît. Et puis, voilà, ils se sont épuisés pour rien parce que il n'y a jamais eu, d'oasis là où ils ont cru voir qu'il en existait un. Et la civilisation, ça fonctionne un petit peu de cette manière. Alors, avant d'aller plus loin dans le propos, je vais vous lire un long passage en fait d'un livre de Théodore Kaczynski. Voilà. Alors on va y revenir plus tard. Et puis l'autre, donc Théodore Kaczynski. Bon, je vous le montre pas parce que je l'ai chargé en PDF. Je l'ai pas acheté parce qu'il est mort déjà et que les revenus, les droits d'auteur doivent revenir à sa famille qui l'ont balancé. C'est à cause de sa famille qu'il est allé en prison, à cause de son frère notamment. Lui n'a pas d'enfant. Donc je dis pas que sa famille devait pas le balancer, mais j'ai pas de scrupule à pas l'acheter. Et il y a un deuxième bouquin qui s'appelle Civilisé à en mourir. Donc j'avais dans les lives, dans les nombreux lives que je fais, j'avais dit que j'étais en train de lire ce bouquin. Et plein de gens m'ont dit « Oh Raphaël, si t'en faisais une fiche de lecture, ce serait super. » Et en fait, je peux pas en faire une fiche de lecture. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'estime impossible à synthétiser tellement tout est pertinent, tout est sourcé, tout est intéressant. C'est-à-dire que je, je, je n'ai rien à ajouter et je n'ai rien à enlever. Donc c'est très difficile, quand on lit un livre comme ça, d'en faire une fiche de lecture. Par contre, j'encourage tout le monde à le lire, à se le procurer et à le lire parce que Civilisé à en mourir de Christopher Ryan, à mon avis, c'est une démonstration implacable. C'est ce qu'on appelle une démonstration implacable. Et que démontre-t-il? Il démontre que euh, la véritable, le destin de l'homme, la véritable vie de l'homme, c'est tel qu'il vivait à la préhistoire. Le néolithique est une aberration qui a certainement été imposée par des conditions extérieures à l'homme, sinon il se serait jamais sédentarisé tant le néolithique, hein, la primo-sédentarisation a été un drame pour lui au niveau de la mortalité infantile, des maladies. Le néolithique est une période horrible, alors que la préhistoire, le paléolithique, est une période luxuriante. Et puis, il démontre que quand on était des hommes préhistoriques, on allait bien mieux qu'avant la civilisation, c'est-à-dire la post-sédentarisation, où les groupes humains deviennent vraiment de plus en plus gros. En fait, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est un groupe humain gros. Voilà. À partir de quel moment on a affaire à une civilisation ou un village néolithique? Je ne sais pas où se situe la frontière, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la civilisation. Et il démontre euh, que, en fait, cette civilisation, euh, dans laquelle nous portons tous nos espoirs et que nous adorons, hein, pour la plupart des gens, en fait, elle nous fait énormément de mal et qu'on était bien mieux avant. Alors lui, il a un prisme un peu collapsologique, c'est-à-dire que lui, il dit, bah, le système, finalement, il va pas pouvoir tenir, donc il va s'effondrer. Voilà. Donc, l'étape d'après, c'est qu'on va revivre comme des hommes préhistoriques. Bon. Moi, je suis pas d'accord avec le postulat de départ. Par contre, lui, il se pose une question, il dit, mais est-ce que c'est si grave que ça de revenir à la préhistoire? Est-ce que c'est si terrible que ça, finalement? Et il démontre que non, pas du tout. On serait beaucoup plus épanoui si nous vivions comme nos ancêtres ont vécu pendant 98% de l'histoire de l'humanité, et peut-être même beaucoup plus encore, parce que le premier homme qu'on a trouvé, vous voyez, par exemple, le livre, il est dépassé, parce qu'il dit que Homo sapiens, il est apparu il y a 200 000 ans. Entre-temps, on a retrouvé un Homo sapiens exactement pareil que nous, voilà, sans aucune différence
physique, Homo sapiens sapiens, on en a retrouvé un il y a 300 000 ans, donc désormais, il faut retarder l'histoire humaine de 100 000 ans, parce qu'on a trouvé un squelette. Peut-être que l'homme, il est là depuis beaucoup plus longtemps, donc l'homme a vécu à la façon du paléolithique pendant 99,9% de son histoire, c'est sûr et certain. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque je tiens ce genre de propos, les gens me disent « Oh, tu exagères. Tu exagères parce que la civilisation, quand même, regarde ce que ça a produit. Les voitures, le moteur à explosion, c'est quand même extraordinaire, une voiture. Les cathédrales, les hommes ont construit des cathédrales. Regarde aujourd'hui les gratte-ciels. Regarde les avions qui s'envolent dans le ciel. Regarde Internet, comme c'est incroyable, les smartphones. » Et moi, je suis d'accord avec eux. Je leur donne d'accord. La civilisation crée des prodiges. Et nous sommes époustouflés par les prodiges qui émanent de la civilisation. Alors, ce que la civilisation nous a confisqué, c'est-à-dire le pouvoir que nous avions sur nous-mêmes et sur notre destin, parce qu'en fait, quand on est civilisé, eh ben, on n'a plus d'emprise sur nous-mêmes, on n'est plus responsable de notre propre sécurité, de notre propre alimentation, on est des individus soumis et névrosés. Bon, bah très bien. Donc ça nous a volé quelque chose d'infiniment supérieur à tout ce que la civilisation nous donne en échange. Mais je comprends cet argument. Je comprends cet argument parce que je suis la première personne à être époustouflée quand je vois un avion s'envoler dans le ciel. Je suis la première personne à me dire, là, par exemple, je suis en train de partager avec vous, je suis la première personne à me dire, c'est incroyable. Je suis la première personne à lire les grands romans du 18e et du 19e et à être émerveillé parce que les hommes ont été capables de produire. Quand j'écoute Beethoven, je me dis, oui, au Paléolithique, effectivement, il n'y a que la civilisation qui peut produire du Beethoven, oui. Donc c'est époustouflant, il n'y a aucun problème. Mais d'où vient d'abord, donc le premier truc que c'est un mirage, c'est oui, c'est époustouflant, mais en échange de tous ces prodiges, de tout ce confort, de toutes ces choses matérielles et immatérielles qui nous époustouflent, de toute cette médecine dont nous n'avions pas besoin à la préhistoire, parce voilà, la plupart des maladies sont civilisationnelles en réalité. Donc en échange de cette civilisation, bah, on a perdu notre rapport à l'unité primordiale, c'est-à-dire qu'on a perdu notre place dans le cosmos, et on a perdu tout contrôle, puisque c'est la civilisation qui décide pour nous. Donc ça, c'est la première chose qui fait que la civilisation est un mirage. Mais il y a, je voulais reprendre un argument qui est dans le livre de Theodor Kaczynski, qui s'appelle Manifeste. Donc là, il s'appelle Manifeste de l'Unabomber, mais je crois que le véritable titre, c'est Critique de la société techno-industrielle, ou un truc comme ça. Donc, peu importe. Donc, comme c'est un livre un peu sulfureux, je vais quand même introduire la chose. Excusez-moi, il y a une petite coupure parce que ma fille joue dehors avec une de ses copines et elle rentre inopinément. Donc j'ai été obligé de couper la vidéo. Donc Theodor Kaczynski, que disais-je? Je disais que c'est un auteur tellement sulfureux qu'il faut l'introduire pour bien comprendre où je veux en venir. Donc Theodor Kaczynski, il est connu sous le surnom de Unabomber. Et ce qu'on a retenu de lui en réalité, parce que très peu de gens ont lu son manifeste, ce qu'on a retenu de lui, c'est qu'il était anti-technologie, alors que c'est pas aussi simple que ça, il n'était pas anti-technologie, il était plutôt anti-civilisation, et que c'était un terroriste, c'est-à-dire qu'il envoyait des bombes à des hommes politiques, à des gens qui tenaient des magasins d'informatique, enfin, n'importe quoi. Et j'avais fait une vidéo sur ce sujet, pas sur Kaczynski en particulier, mais sur ce sujet, dans un livre d'idéologie politique. Très souvent, il est divisé en deux parties. C'est-à-dire que vous avez une première partie qui est un appareil critique, c'est-à-dire qu'il y a une critique du monde tel qu'il est, et vous avez la deuxième partie qui va être l'idéologie. Une fois qu'on a fait la critique du monde, on se dit, bah tiens, et bah comment fait-on pour le changer? Et en général, les appareils critiques sont toujours très intéressants. C'est-à-dire que voilà, l'appareil critique communiste, c'est une critique du capitalisme extrêmement pertinente.
l'appareil critique catholique, hein, qui critique le matérialisme du monde moderne, etc. C'est très intéressant. Et puis je pourrais vous en citer plein comme ça. Mais en fait, cet appareil critique préalable, elle sert ensuite à convertir le lecteur, à amener le lecteur vers des croyances religieuses ou politiques. Voilà, c'est parce qu'on est séduit par l'appareil critique qu'on adhère à l'idéologie qui est censée en découler. Voilà. Et donc, dans le manifeste de Luna Bomber de Theodore Kaczynski, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une partie appareil critique, qui est 90% de son livre, et qui explique pourquoi la civilisation est en réalité une catastrophe, une transgression humaine, et qu'il faut que... Et voilà, il explique vraiment les termes, et il a 30 ans d'avance sur tout ce qu'il raconte, il est d'une pertinence incroyable, franchement, de tous les appareils critiques que j'ai pu lire dans ma vie, c'est celui qui m'a le plus impressionné par sa concision et sa globalité. C'est-à-dire que en un paragraphe, il a déjà balayé. Enfin bon, c'est extrêmement dense, c'est complètement logique, c'est magnifique. Voilà. Puis après, il y a 10% de son œuvre qui est l'idéologie politique. Parce qu'en général, quand on produit un appareil critique, on se dit, bah, puisque je produis un appareil critique, c'est-à-dire que j'aime pas le monde tel qu'il est, donc il faut que je propose une solution. Sinon, c'est pas bien de critiquer sans proposer de solution. Alors qu'en fait, il faut critiquer et on n'a pas apporté de solution. Les solutions ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est au-delà de notre sphère d'influence, c'est au-delà de notre sphère de compétences. Et puis après, on peut jouer le café du commerce en disant faudrait faire ci, faudrait faire ça, faudrait ci, mais bon, c'est pas nous qui le décidons, quoi. Il y a 1000 personnes sur Terre qui peuvent changer le monde, et encore ne le peuvent-ils qu'en prenant en compte énormément de contraintes qui leur échappent également. Et bon, voilà, bon, donc bref. Et donc, lui, il a produit un appareil critique de la plus grande qualité qui soit, et que je vous invite à télécharger et à lire. Mais il a aussi produit une idéologie qui est terroriste, en fait. Il a dit aux gens, voilà, tous ceux qui lisent le manifeste, si vous aussi, vous pensez qu'il faut que la civilisation, la société techno-industrielle s'effondre, eh bien devenez des terroristes à votre petite échelle, sabotez les installations électriques, rendez le monde impossible, et puis voilà, accélérez l'écroulement du monde. Voilà. C'était complètement fou comme idéologie, parce que si les gens qui s'amusent à faire ça, d'abord ils se font traquer, mais encore plus que... C'est les gens qui se font le plus traquer et qui se font punir le plus sévèrement, donc si des gens s'étaient aventurés à faire ça, ils auraient eu d'extrêmement graves problèmes, et puis de toute façon ça n'aurait pas pu marcher. Et donc il a été un peu le seul à mettre en œuvre cette idéologie, donc en envoyant des bombes, il a tué des innocents, bon, ça sert à rien, donc je ne valide pas le côté terroriste un peu désespéré, c'est une sorte de terroriste désespéré. Par contre, l'appareil critique qu'il a produit, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Là, je vous présente deux œuvres, Civilisé à en mourir, qui est là. Je vais peut-être mettre un lien Amazon. Si vous voulez l'acheter, allez cliquer sur le lien Amazon sous ma vidéo. Comme ça me rapportera un petit peu de sous. Et le manifeste de Theodore Kaczynski. C'est deux livres sur lesquels j'ai rien à dire. Et je voulais vous lire un passage du manifeste de Theodore Kaczynski. Le problème, c'est que c'est une pensée, c'est un système de pensée qu'il met en œuvre dans son appareil critique. Donc c'est très difficile de détacher les chapitres les uns des autres, c'est très difficile de lire un chapitre. Enfin, en fait, on comprend toute sa pensée une fois qu'on a lu tout son appareil critique, parce que c'est un système de pensée. Mais je vais quand même je vais essayer d'extraire une partie qui explique pourquoi la civilisation produit des prodiges qui nous époustouflent à ce point-là, et pourquoi finalement c'est pas si extraordinaire que ça. Finalement, il n'y a rien y a rien de si extraordinaire, et au contraire, ces prodiges de la civilisation sont le fruit de notre souffrance d'être civilisé et de notre incomplétude en tant qu'être civilisé. Donc j'attaque la lecture. Alors, la lecture que je vais faire concerne deux chapitres en particulier qui font partie des premiers chapitres du manifeste.
Et il y en a un qui s'appelle le processus de pouvoir et un autre qui s'appelle activité compensatrice. Vous allez voir, c'est très court, hein, c'est quelqu'un qui avait une pensée très concise, c'est très rapide à lire. Donc, il définit ce qu'il appelle le processus de pouvoir. Il dit, les êtres humains ont un besoin, probablement d'ordre biologique, pour quelque chose que nous appellerons le processus de pouvoir. Il est apparenté au besoin de pouvoir, mais ce n'est pas exactement la même chose. Le processus de pouvoir comprend 4 éléments. Parmi les 3 les plus facilement identifiables, nous citerons le but, l'effort et la réalisation du but. Tout le monde a besoin de buts dont la réalisation demande des efforts et a besoin de réaliser au moins quelques-uns de ces buts. Le quatrième élément est plus difficile à définir et n'est pas nécessaire à tout le monde. Nous l'appellerons autonomie et nous en discuterons plus loin. Donc dans le passage que je voulais, on ne va pas parler de l'autonomie, mais je vais commenter pour essayer de vous faire comprendre ce qu'il veut dire. Prenons comme hypothèse le cas d'un homme qui obtiendrait tout ce qu'il veut simplement en le désirant. Cet homme a du pouvoir, mais il va aussi avoir de sérieux problèmes psychologiques. Au début, cela l'amusera beaucoup, mais au fur et à mesure, il finira par s'ennuyer et par être démoralisé. Éventuellement, il peut devenir dépressif, au sens clinique du terme. L'histoire nous montre que les aristocraties sybarites ont fini par devenir décadentes. Ce n'est pas vrai pour les aristocraties combatives qui avaient à se battre pour conserver leur pouvoir. Mais les aristocraties indolentes et bien installées qui n'avaient pas besoin de défendre leurs prérogatives sont souvent devenues blasées, hédonistes et démoralisées, quand bien même elles détenaient le pouvoir. Ceci montre que le pouvoir n'est pas tout. Nous devons avoir des buts nous permettant d'exercer ce pouvoir. Tout le monde a des buts, dit-il. Au moins acquérir le minimum vital. Nourriture, eau, de quoi se vêtir et s'abriter. Mais l'aristocratie désœuvrée obtient tout cela sans effort, d'où son ennui et sa démoralisation. L'échec à réaliser des buts importants amène à la mort s'il concerne des besoins vitaux et à la frustration s'ils ne mettent pas en danger la vie du sujet. Des échecs graves pour parvenir au but d'une vie conduisant au défaitisme, à la faible estime de soi et à la dépression. Ainsi, pour éviter de graves problèmes psychologiques, un être humain a besoin de buts qui nécessitent un effort et il doit avoir une chance raisonnable d'aboutir à ses fins. Donc ça, c'est la partie processus de pouvoir, sans laquelle la partie activité compensatrice ne serait pas forcément compréhensible. Donc c'est là où je veux en venir. Mais toutes les aristocraties désœuvrées ne succombent pas à l'ennui et à la démoralisation. Par exemple, l'empereur Hirohito, au lieu de sombrer dans un hédonisme décadent, s'occupa de biologie marine, domaine dans lequel il devint un expert. Quand les gens n'ont pas à se débrouiller pour satisfaire leurs besoins primaires, ils se créent des buts artificiels. Dans la majorité des cas, ils poursuivent ces buts avec la même énergie et le même enthousiasme que s'il s'agissait d'assouvir un besoin naturel. Ainsi, les aristocrates de l'Empire romain avaient des prétentions littéraires. De nombreux nobles européens d'il y a quelques siècles dépensaient un temps et une énergie folle à la chasse, bien qu'ils n'aient eu nul besoin de la viande. D'autres sont entrés en compétition pour leur rang par un étalage de richesses, et quelques-uns, comme Hirohito, se sont tournés vers la science. Nous avons utilisé le terme activité compensatrice pour désigner une activité dirigée vers un but artificiel qu'une personne s'est inventée pour simplement avoir quelque chose vers lequel tendre et œuvrer, ou selon ses dires, pour la satisfaction personnelle qu'elle tire de cette activité. Ceci est une règle d'or pour identifier une activité compensatrice. En présence d'une personne qui passe le plus clair de son temps à la poursuite d'un but quelconque, posez-vous la question. Si elle employait tout son temps et son énergie à satisfaire des besoins vitaux, et si cet effort nécessitait de sa part l'emploi de toutes ses facultés intellectuelles ou physiques de manière variée et intéressante, serait-elle vraiment frustrée de ne pouvoir atteindre le but quelconque qu'elle poursuit? Excellente question. C'est-à-dire que si tu avais une vraie vie, si tu n'étais pas dans la civilisation à t'ennuyer, à être névrosé et, voilà, et à rechercher des buts artificiels pour vivre, si jamais tu te retrouvais à devoir chasser, à devoir gérer un clan, à devoir régler des litiges, à devoir avoir la vie passionnante qu'avaient les hommes du paléolithique, est-ce que ce que tu es en train de faire te manquerait? Voilà, donc ça c'est la question qu'il faut se poser pour savoir si on est face à une activité compensatrice.
Et si la réponse est non, alors ça veut dire que cette personne s'adonne à une activité compensatrice. Par exemple, les études de Hirohito sur la biologie marine constituent clairement une activité compensatrice, puisqu'il est presque certain que s'il avait eu à occuper son temps à d'intéressantes activités non scientifiques pour assurer sa subsistance, il n'aurait pas été frustré de ne pas tout connaître de l'anatomie et de la vie des animaux marins. D'un autre côté, la recherche d'amour ou de sexe, par exemple, n'est pas une activité compensatrice, car la majorité des gens, même si leur existence est par ailleurs satisfaisante, seraient extrêmement frustrés s'ils n'avaient pas de leur vie aucune relation avec un membre du sexe opposé, même si toutefois une frénésie de sexe peut être considérée comme une activité compensatrice. Dans la société industrielle moderne, un effort minimal est nécessaire pour subvenir aux besoins vitaux. Il suffit de suivre un programme approprié pour acquérir une minable compétence technique ou intellectuelle, puis d'aller travailler et de déployer un effort des plus modestes pour conserver son job. Les seules qualités requises sont une intelligence raisonnable et surtout de l'obéissance. Si vous possédez tout cela, la société prendra soin de vous du berceau jusqu'à la tombe. Bien entendu, dit-il, il y a une sous-classe sociale qui ne peut tenir la satisfaction des besoins primordiaux comme acquise, mais nous parlons ici de la majorité de la société. Ainsi, il n'est pas surprenant que la société moderne soit pleine d'activités compensatrices. Par exemple, les travaux scientifiques, le sport, les activités humanitaires, la création artistique, grimper les échelons de votre entreprise, acquérir de l'argent et des biens matériels bien au-delà du point où cela vous apporte une réelle satisfaction, et l'activisme social, quand l'activiste s'occupe de choses qui ne le concernent pas personnellement, comme les activistes blancs préoccupés par les droits des minorités par exemple, voilà. Il n'y a pas toujours d'activité purement compensatrice, car de nombreuses personnes sont motivées pour des raisons autres que simplement avoir un but à atteindre. Le travail scientifique peut être motivé par un besoin de prestige, la création artistique pour exprimer ses sentiments, le militantisme social par hostilité. Néanmoins, en général, ces activités sont essentiellement compensatrices. Par exemple, la majorité des scientifiques admettra probablement que la satisfaction qu'ils retirent de leur travail est plus importante que l'argent ou le prestige. Pour beaucoup, si ce n'est la majorité des gens, les activités compensatrices sont moins satisfaisantes que la poursuite de buts réels. Ce sont des buts que des gens voudraient atteindre, même si leur besoin de processus de pouvoir était déjà satisfait. Un bon indicateur de cette tendance en est que, dans la quasi-totalité des cas, les gens qui s'adonnent avec acharnement à des activités compensatrices ne sont jamais satisfaits. Totalement. Ainsi, le boursicoteur recherche toujours plus et plus d'argent. Le scientifique, à peine un problème résolu, se jette aussitôt sur le suivant. Le coureur de fond s'oblige à courir toujours plus longtemps et plus vite. Beaucoup de gens, accaparés par leurs activités compensatrices, prétendront qu'ils s'épanouissent bien plus avec ces activités qu'avec la triviale nécessité de subvenir à leurs besoins naturels. Mais c'est là uniquement parce que dans notre société, cette nécessité a été réduite à sa plus simple expression. Plus grave, dans notre société, les gens ne satisfont pas leurs besoins vitaux de façon autonome, mais en se comportant comme des rouages d'une énorme machine sociale. Par contre, les gens ont un grand besoin d'autonomie pour accomplir leurs activités compensatrices. C'est l'autre paragraphe sur lequel je ne vais pas m'attarder. Mais qu'est-ce que nous dit Kaczynski? Il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que l'être humain, s'il menait la vie qu'il devait mener, c'est-à-dire vivre dans un petit groupe isolé et souverain, nomade, au sein de la luxuriante nature, il devrait se préoccuper du groupe, il devrait gérer les problèmes du groupe, il devrait chasser, il devrait contempler, être en contemplation devant la nature, il devrait savoir faire des tas de choses, tailler des silex, faire de la musique, s'occuper de sa famille, voilà. Et il a pas ça lui viendrait même pas à l'idée de s'asseoir 8 heures sur un tabouret pour composer de la musique comme a pu le faire Beethoven. Donc, ou de devenir un architecte qui construit des cathédrales ou des gratte-ciel, ou un ingénieur, voilà, personne n'a envie de devenir un ingénieur qui va ultra se spécialiser et qui va concourir à faire une découverte qui permet d'accélérer les communications Internet et qui passe 8-9 heures par jour pendant 10-15 ans de sa vie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que
tous ces prodiges de la civilisation qui nous entourent, elles sont fabriquées avec la névrose et le malheur des êtres humains. Ce sont des gens qui ont réalisé des prodiges parce ils ont consacré tout leur temps à une activité à laquelle ils n'auraient jamais dû s'intéresser. Et ça, c'est pour les gens qui font des choses intéressantes. C'est-à-dire ceux qui ont des activités compensatrices intéressantes, ils vont bâtir, ils vont construire, ils vont s'amuser à inventer des idéologies politiques, ils vont être artistes, ils vont écrire des romans. Donc ça c'est bon, c'est des activités compensatrices, c'est les moins pires. Mais il y en a d'autres qui vont du berceau à la tombe, aller au travail pour faire avancer un point scientifique très précis. Et puis la plupart des gens, ils vont juste être passifs, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à la réalisation des rêves d'autres névrosés qui ont eu des activités compensatrices productives, et puis eux, ils travailleront à ce que tous les projets, toutes les inventions, toutes les avancées qui ont été développées à partir de ces activités compensatrices qui émanent de cerveaux géniaux, eux, ils vont juste à les appliquer. Ça va être de simples salariés ou même des entrepreneurs, parce qu'en réalité, les entrepreneurs, souvent, ils n'ont pas beaucoup plus de liberté que les salariés. Et voilà, une fois qu'on voit le monde comme ça, le monde devient complètement différent. On est moins fasciné par les prodiges de la civilisation, même si c'est prodigieux. Mais ça n'existerait pas si nous étions à notre place dans le cosmos. Ça n'existe que parce qu'il y a des masses humaines énormes, de centaines de millions, et aujourd'hui de milliards de personnes, qui sont complètement dépossédées, désœuvrées, dépossédées d'eux-mêmes, qui se mettent à faire des trucs qui sont complètement délirants pour tout esprit sain. Voilà, quand on voit aucun être, authentiquement à sa place dans le cosmos, n'irait se torturer toute sa vie dans des activités compensatrices. Il s'en foutrait, parce qu'il serait dans l'extase perpétuelle et dans l'éternelle éternité. Il n'y a pas besoin de se trouver des buts stupides. Voilà. Et donc, mirage de la civilisation, prodige de la civilisation, mais mirage de la civilisation, d'abord parce que tous ces prodiges nous ont confisqué l'essentiel, je l'ai dit en début de la vidéo, et tous ces prodiges sont bâtis sur le désœuvrement, la névrose et l'aliénation de milliards d'êtres humains. Et que voilà, ça produit un résultat qui nous époustoufle, mais il n'y a absolument rien de positif là-dedans. Mais c'est ce qui fait dire à plein de personnes que finalement l'aboutissement de l'humanité, c'est la civilisation, parce que la civilisation, elle est extraordinaire. Mais elle n'est pas si extraordinaire que ça. Les avancées scientifiques, médicales, par exemple, ne sont là que parce que la civilisation, la sédentarisation a créé des maladies civilisationnelles. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, parce qu'il y a tout un passage de Civilisé à en mourir qui en parle extrêmement bien documenté. Et je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, parce que ça, c'est très important de le comprendre. Et je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, bon, d'un côté, elle nous a confisqué l'essentiel, et de l'autre, ce qu'elle nous propose en compensation, parce que les activités compensatrices offrent des compensations aux autres, c'est-à-dire qu'en pratiquant une activité compensatrice, on permet aux autres d'avoir aussi des activités compensatrices. Si j'écris un roman et que vous le lisez, ça donne un but à votre vie, au lieu, mais en fait, vous êtes en train de la perdre, vous êtes en train de perdre votre vie à lire ce roman, mais bon, vous n'avez rien d'autre à faire, vous êtes bien obligé de le faire. Voilà, quand on voit les choses de cet œil-là, ça devient complètement différent. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo sur les mirages de la civilisation. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. C'est pas grave du tout. Vous savez, parmi mes connaissances, les gens à qui je parle, les gens avec qui je fais des émissions, peu de gens sont d'accord avec moi
sur, sur ce sujet, mais même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet, ça peut les faire réfléchir. La dernière fois, j'ai eu un échange avec Laurent Guyeno qui était complètement en désaccord avec moi sur ce sujet. Il a avancé des arguments qui me font aussi avancer dans ma pensée. Voilà, c'est pas grave, vous savez, on a le droit de tous pas penser pareil. Là, c'est une vidéo anti-civilisation. Je sais que c'est un peu radical comme idée, mais en tout cas, c'est la mienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, avant de partir, je vous rappelle que mes vidéos exclusives sur Patreon existent toujours. Là, je viens d'en sortir une qui s'appelle Comment l'IA, comment l'intelligence artificielle va nous rendre encore plus débiles. Je vous garantis que c'est un classique à la hauteur de tous les classiques de ma chaîne. J'ai passé un temps fou à bosser dessus. C'est le top du top. Et puis après, vous avez tous mes contenus antérieurs qui vous seront accessibles, et également tous les lives privés que je fais en général avec Pierre-Yves Lenoble et d'autres invités, et qui est un espace de liberté comme il n'en existe nulle part ailleurs sur Internet, et que le livre écrit à 80 aphorismes et pensées qui réunit toutes nos punchlines avec Pierre-Yves Lenoble existe toujours aux éditions Pangolin. Le lien est disponible en descriptif de la vidéo. C'est un excellent livre qui n'a rien à envier aux aphorismes de La Rochefoucauld ou de je sais pas quoi. Je vous garantis que c'est de la qualité. Et très rapidement, je vous donne des nouvelles justement du livre de nouvelles qui sortira aux éditions Pangolin. On est en train de fignoler tout ça avec l'auditeur, avec l'éditeur Nicolas que je salue en ce moment. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.